Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Bonjour Nagadef Salama Mboy, vous êtes les bienvenus sur Ifriqiya Sport et Ifriqiya FM, votre chaîne africaine et panafricaine. La deuxième partie de notre émission avec Dr Yassine Zerguini, chirurgien traumatologue, membre de la commission de la FIFA et membre de la commission de la CAF, la commission médicale bien sûr. Bonjour Monsieur Zerguini. Bonjour Walid. La première partie de notre émission, c'était la semaine passée, une émission, on a eu beaucoup d'échos par rapport à la qualité de l'émission. On enchaîne sur des sujets sportifs, de la médecine sportive en Afrique. On sait que la plus grosse problématique maintenant pour les jeunes, pour les entraîneurs, pour la performance, c'est le dopage autour de nos jeunes athlètes. Il y a des gens mal intentionnés autour des clubs, autour des athlètes, autour des footballeurs. Est-ce que vous voyez que le fléau du dopage, il est en train de, pas de conquérir l'Afrique, mais de nuire au sport africain, vous, le médecin et le spécialiste du sport? C'est une grande question assez large. Il nous faudrait probablement plusieurs émissions pour l'expliciter. Vous êtes le bienvenu. Merci. Mais on va en parler. D'abord pour vous dire que si lors de notre première émission, nous avons parlé de médecine du sport, de médecine du football, en fait, ce qui concerne la santé du footballeur, les blessures, les morts subies sur le terrain, l'examen cardiaque, ça c'était pour s'occuper du footballeur. Le sujet du dopage, comme d'autres sujets, sont pour s'occuper de l'éthique du sport. Là, on change de sujet, c'est pour s'occuper de l'éthique du sport, c'est-à-dire l'équité, c'est-à-dire l'égalité des chances entre chaque athlète dans la pratique sportive et en compétition. On ne parle plus du football amateur ou du football santé, on parle du football compétition et du football d'élite, du football business. D'accord. Donc, le dopage est apporté, le dopage est un problème de l'humanité depuis le temps des Grecs et des anciens Jeux olympiques qui se dopaient déjà. Ah, je savais pas ça, moi. L'être humain a toujours, pas tous, mais a toujours triché pour arriver à ses fins. Pourquoi ? Parce que il y a, à la fin de la performance sportive, il y a la gloire et il y a l'argent. Et donc, l'être humain a toujours voulu trouver des moyens d'arriver à ça par un mélange entre la gloire et l'argent. Des chemins détournés. C'est le dopage. Le dopage, c'est quoi ? C'est prendre un certain nombre de substances, mais aussi utiliser un certain nombre de moyens ou de techniques médicales pour améliorer la performance. Et ça, c'est interdit. Et il y a évidemment une institution mondiale qui s'occupe de ça, c'est l'AMA, et il y a des... L'Agence mondiale antidopage. Agence mondiale antidopage, et il y a des agences régionales en Afrique, sur chaque zone de la de notre continent, il y a des gens qui sont chargés d'appliquer le règlement de l'Agence mondiale antidopage. D'accord. Le problème, c'est que l'AMA, l'Agence mondiale antidopage, a mis en place des règlements, une liste de produits interdits et évidemment le contrôle par les prélèvements sanguins, urinaires et les laboratoires et les sanctions. Okay. Il y a une filière. C'est tout un chemin. Pour le sport africain, il y a évidemment les athlètes qui peuvent avoir à prendre certaines substances. C'est pas un phénomène désastreux en Afrique. Pourquoi ? Pour une raison très simple. Se doper, c'est très cher. Ok. Du mal pour un bien. C'est du bien pour du mal, on va dire. Absolument. Ce n'est pas à la portée de tous. Et ça dépend des sports. L'athlétisme est évidemment beaucoup plus visé avec le cyclisme ou avec les sports de combat, les sports de force, que le football. Les gens se trompent beaucoup sur le football, par exemple. D'accord, on n'a pas beaucoup de cas de dopage dans le foot. Alors, c'est plus des trucs illicites qu'on prend... L'étude de la FIFA, scientifique,
d'il y a 2 ans, c'est la toute dernière, la FIFA est la fédération internationale qui fait le plus de contrôles de dopage au monde. Elle est à cheval sur ça. Oui, à cheval sur ça, mais le grand nombre de footballeurs dans le monde, à peu près 300 millions de footballeurs de compétition, fait que c'est un programme important. Il y a 0,01% de résultats positifs. C'est quasiment rien. C'est quasiment rien. Et parmi ces résultats, la majorité, c'est ce qu'on appelle gentiment les drogues conviviales, c'est-à-dire qui sont toujours sur la liste. Des produits masquants plus que dopants en réalité. Non. Ça, c'est encore très rare. C'est le cannabis, la cocaïne et les produits, les drogues conviviales que les footballeurs, très souvent bien payés et qui n'ont pas grand-chose à faire le soir, vont pouvoir utiliser. Donc, c'est ça la réalité du dopage en Afrique. C'est plutôt des substances interdites du point de vue éthique, c'est-à-dire des drogues, c'est ce qu'on trouve en général. Et je ne pense pas qu'il y ait de grandes stratégies de dopage en Afrique, en dehors de ce qu'on a pu apprendre concernant les athlètes de certains pays qui ont développé des groupes de recherche, on va dire. Pratiquement, de recherche, je préfère ne pas. Tout le monde sait ça. Il y a eu beaucoup de papiers là-dessus, et puis les gens sont très surveillés actuellement. Voilà le dopage. Et ça coûte atrocement cher, les programmes de dopage coûtent atrocement cher. Les laboratoires de contrôle sont extrêmement rares en Afrique. Ils sont tellement rares qu'il n'y en a qu'un seul. Et il est en Afrique du Sud. Donc, avoir un programme de contrôle de dopage lié au règlement de l'AMA en Afrique, c'est un gageur. Okay. Donc, il faut être un peu, disons, tranquille et ne pas se précipiter sur ce problème-là. Et quels sont les risques pour un athlète ou un footballeur, vous le spécialiste de la médecine du football aussi, quels sont les risques pour un footballeur de se doper? Ben, ça dépend à quel produit. Si vous prenez des corticoïdes ou des anabolisants, ça peut avoir des conséquences cardiaques, il peut y avoir des conséquences morphologiques, ça peut avoir assez désastreux. Ouais, des séquelles. Et avec des séquelles importantes. Donc, en football, par exemple, je peux vous dire que ça ne sert absolument à rien de se doper. Pourquoi? Parce que c'est un sport d'équipe. Évidemment, il y a l'aspect individuel, mais l'aspect individuel est tellement technique, il n'est pas physique. Il faut débrouiller la pratique du sport pour trouver si le dopage peut être intéressant. En football, c'est quoi? Si vous voyez jouer Messi, il marche la moitié du match, il connaît bien ses possibilités physiques, il les utilise juste pour aller marquer un but ou faire une passe décisive. L'instant T. L'instant T. Donc, c'est ça le football. Le dopage ne peut pas remplacer le talent. Okay. Ce qui est différent dans le cyclisme ou dans l'athlétisme ou dans l'haltérophilie, évidemment, puisque le physique est utilisé, la force physique est utilisée en premier lieu. Donc ça dépend du sport. Ça dépend du sport. On peut pas trouver un produit dopant qui va nous donner une technique. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est dans l'ADN à la naissance. Et nous, les Africains, on a cette chance d'être des bons techniciens et des bons footeux. Absolument. Donc, faut aller... vous savez, un des tout premiers, sinon le premier spécialiste mondial de nutrition, qui comprend l'hydratation et la prise de compléments, etc., qui est un ami qui est britannique, Ron Morgan, pour ne pas le citer, qui est à l'université de Loughborough, qui m'a même aidé ici dans l'étude sur le ramadan. Il a classé les points importants qui participent à la performance de 1 à 10. Il a mis le talent en numéro 1, ensuite arrive l'exercice et le travail. D'accord. Et la nutrition, c'est le dernier. D'accord.
Et les 3 et les 4, c'est... Il y a d'autres paramètres, mais la nutrition, et il dit, lui, une phrase extraordinaire, il dit que une bonne nutrition ne fera pas un super athlète, mais une mauvaise nutrition peut faire perdre une compétition. Ok. Voilà. Donc, quand vous méditez cette phrase, vous comprenez tout. On enchaîne sur la nutrition. On parlait du dopage et la nutrition, c'est un élément très important aux athlètes africains. Est-ce que vous voyez que c'est nuisant de pas avoir cette bonne nutrition sportive en Afrique? Est-ce que le manque d'apport de protéines ou protéiniques en Afrique peut être nuisant pour le développement de l'athlète africain en général? Et le footballeur en particulier. Je vais vous parler de ce monsieur auprès desquels j'ai appris beaucoup. Pour lui, la meilleure boisson, c'est l'eau, pour l'athlète, et la meilleure nutrition, c'est ce que fait votre maman. Ok. Donc, il y a bien sûr des études très sophistiquées sur la nutrition, mais si vous donnez un plat italien à un Sénégalais ou à un Zambien, ouais. C'est pas ça qui va changer. Non, il faut lui donner ce qu'il mange du chez bissap. lui. Il faut lui donner du bissap. Absolument. Ouais, et c'est ça. Ouais. Mais il faut que l'université autour va étudier ce plat et va peut-être le rééquilibrer pour donner ce qu'il faut de protéines, ce qu'il faut de sucre, ce qu'il faut de lipides. C'est ça notre rôle. Notre rôle, c'est pas de changer l'alimentation du sportif africain. Okay. Notre rôle, c'est de l'optimiser, le plat que fait la maman, de l'optimiser pour le sportif. C'est vraiment garder cet aspect culturel et adapter la médecine à la culture du pays. Absolument. Le reste, c'est trop facile et ne donnera aucun résultat. Mais par bonheur et par hasard, le couscous avec des petits pois, par exemple, est l'un des meilleurs plats pour un sportif. Mais ça, c'est un hasard. Mais si nous avons d'autres plats qu'il faut adapter. Du riz avec du poisson en Mauritanie ou au Sénégal. Exactement. Et vous avez là tous les ingrédients d'une bonne nutrition pour l'athlète. Et la nutrition, on va dire le chemin de la nutrition qui est l'un des derniers chemins pour la performance sportive, est-ce que l'Africain qui est maintenant, on sait qu'il y a pas cette guerre culturelle, mais le changement de culture, est-ce que ça sera nuisant, le fait que l'Africain s'adapte au système européen? Bien sûr, parce que ça dépend. Nous avons beaucoup d'Africains qui sont nés en Europe. Ouais. Donc, à cela, il faut qu'ils prennent ce qu'ils ont pris l'habitude de prendre en Europe. Mais pour nos athlètes qui sont chez eux et qui sont au pays et qui ils doivent garder leur culture traditionnelle, nutritionnelle, et il faut que les gens, les sociétés savantes, travaillent sur le sujet pour donner à ce plat un équilibre nutritionnel pour le sportif. Il n'y a pas cette contradiction entre l'aspect culturel et l'aspect médical. Loin de là, loin de là. Vous savez, dans le hadith chez nous, le prophète, sallallahu alayhi, pour le ramadan, il donnait des conseils sur ce qu'on devait prendre au sahur. Toutes les études scientifiques sont venues jusqu'à ça. Prendre des sucres lents, comme le mesfouf au sahur, c'est exactement l'excellence en matière nutritionnelle pendant le ramadan. On enchaîne sur le ramadan. On sait que beaucoup d'athlètes africains de haut niveau, ils ont cette problématique d'hydratation, de manque, on va dire, surtout de s'adapter le sport professionnel au ramadan. Qu'est-ce que vous avez à rajouter sur ça, sur ce sujet-là, dans le sport professionnel et le ramadan? Vous, qui vous êtes spécialiste, je sais que vous avez fait des études par rapport à la FIFA. Comment se prépare le footballeur pendant le ramadan? La FIFA m'a fait l'honneur, parce que c'était le travail pratiquement d'une carrière, de diriger le programme de recherche sur l'impact du jeûne du mois du ramadan sur la performance. Et on a pour le footballeur, pour les sportifs en général. On l'a étudié sur le footballeur. D'accord. On a réuni une équipe de chercheurs de très haut niveau, des USA, d'Angleterre, d'Afrique, d'Asie,
d'Europe pour ces choses-là dans différentes. On a étudié à peu près 160 paramètres. On a fait une première étude ici, juste pour défricher, ici avec mes amis de l'OMR et de l'USM Blida, c'était juste pour... Deux clubs algériens, absolument, l'Olympique de Ruisseau et l'USM Blida. Et avec deux amis coachs qui ont accepté, malgré beaucoup de réticences, parce qu'il fallait par exemple prendre des prélèvements sanguins à jeun. D'accord. Donc les gens... En Afrique, il y avait d'autres clubs aussi, à part les clubs algériens Non, pour cette première... D'accord, il y avait deux clubs pilotes, c'était deux clubs pilotes pour essayer de tester le protocole. Okay. Ensuite, on a fait une grande étude FIFA qui s'est déroulée en Tunisie avec 4 grands clubs tunisiens. Je suis resté... On a évalué les joueurs à tout point de vue, biologique, nutritionnel, cardiaque. On a fait... Ensuite, c'était avant le Ramadan. Ensuite, on a refait 2 fois la même évaluation pendant le Ramadan pour voir comment ça se déroulait avec et on a fait la même étude après pour voir comment l'organisme se réadaptait à un régime chronologique de repas différents. Et puis les conclusions ont été parfois inattendues. Par exemple, il n'y a pas de résultat global standard. Il y avait des athlètes qui étaient plus performants pendant le Ramadan qu'avant. Okay. Et la conclusion, je vais vous donner juste la conclusion qui est rapide et qui laisse à réfléchir. Si vous avez un athlète qui vient vous voir et dit c'est Ramadan, moi je vais jeûner. Ouais. C'est votre rôle, non pas de lui dire, parce que les gens se trompent de cible. Les gens pensent, est-ce qu'il faut réfléchir, est-ce qu'on doit pratiquer du football de haut niveau pendant le Ramadan ou pas? C'est pas ça la question. La question, c'est le footballeur, est-ce qu'il veut faire le jeûne ou pas? D'accord. S'il veut. La première problématique, elle est très ancrée chez beaucoup d'entraîneurs européens. Oui. La première, ils se sont trompés complètement. Et la deuxième, c'est de dire aux joueurs... Le meilleur cas, c'est Benzema. Benzema, il est très performant pendant la période de Ramadan et de jeûne. Mais oui. C'est-à-dire que la conclusion de notre étude, si un joueur veut faire le jeûne pendant le mois de Ramadan et qu'il insiste pour le faire, il faut le faire. Et le Ramadan, le jeûne n'aura aucun impact sur sa performance. Okay. S'il y a un joueur qui a un doute... C'est les spécialistes qui parlent. Ah oui, c'est une étude scientifique. C'est scientifiquement établi. Si un joueur a un doute et se pose des questions, il vaut mieux qu'il mange. C'est ça le résultat de l'étude. Et c'est scientifiquement établi. Comment expliquer cela? Que le sport de haut niveau, il y a 2 points essentiels. Le premier, c'est la motivation. Et le deuxième, c'est que en fait, dans l'organisme, tout se passe en haut. On a l'impression que ça se passe au niveau des muscles ou au niveau du cœur. Tout se passe là. C'est le cerveau. Ah oui, c'est ça qui est... La boîte noire. C'est l'organe de commande. Et quand il y a la motivation pour dire non, moi je peux jouer. On a l'exemple de... par exemple, Hafid Tassaout, que je salue ici, qui était international algérien, qu'il a passé par la Auxerre. Absolument, qui était chez Monsieur Guirou, le fameux Guirou, avec qui j'ai discuté du problème du Ramadan. Ok. Lui-même. Et quelle était la discussion? La discussion, c'était qu'à un certain moment, il avait 2 joueurs. Auxerre jouait la Champions League à cette époque, et Hafid était l'avant-centre qui marquait beaucoup de buts, et qui était très performant. Et il a dit à M. Guérou, moi, je fais le jeûne. Comment? Elle a été lui ramener un imam, etc. Il lui a dit, non, chez nous, c'est pas l'imam qui décide. C'est moi qui décide. Je fais le jeûne. Je m'entraîne. Vous voyez que je suis pas bon, ne me faites pas jouer. Et j'accepte. Guérou m'a dit, il a joué tous les matchs. Il m'a dit, c'est comme ça. Je lui ai dit, maintenant, moi, je sais pourquoi. Ouais. Parce que... Et quand on parle à Hafid, il en sourit. Même Karim Benzema, dernièrement, Real de Madrid. Beaucoup. Et Diarra, l'international malien, j'ai une discussion. Kanouté aussi. Oui, Diarra, l'international malien de Madrid, ses copains
au moment de l'Aden, lui préparer au bord de la touche pour qu'il aille prendre, alors que c'était le maître à jouer de Madrid. C'est pas n'importe quoi, maître à jouer de Madrid. Ouais, Il y a un athlète... C'est l'un des rares Africains à avoir joué au Real de Madrid aussi. Oui, il y a un athlète d'Ouganda qui a remporté le 5000 mètres des Jeux Olympiques et il était à jeun. Les gens pensent, oui, peut-être que les conditions de résistance... Non, c'est la finale des Jeux Olympiques des 5000 mètres. Oh. Donc, il n'y a pas... Ouais, c'est pas un petit tournoi ou une petite course. Ouais, il y avait du gratin mondial. Oui, c'est la finale des Jeux Olympiques aux 5000 mètres. Ça, il n'y a pas un examen plus féroce que ça. Docteur Zerghini, on ne peut pas vous recevoir dans notre émission et pas parler d'examens osseux par rapport aux joueurs africains à travers les compétitions. On sait que beaucoup de joueurs ils sont disqualifiés par rapport à leur âge, par rapport à leur l'âge biologique. Moi, c'est une question qui m'interpelle assez souvent. Est-ce que c'est un trafic? Est-ce que c'est la morphologie? C'est la génétique? Comment l'Africain n'arrive pas à passer ce cap-là? Écoutez, c'est très intéressant, mais il y a beaucoup de non-dits et beaucoup de mal-dits. Ok. Il y a beaucoup de choses. On est là pour le dire, nous les panafricains, on défend l'Afrique. Oui. Il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi, comme d'habitude. Et puis, vous savez, les sujets qu'on a abordés, le dopage, comme ce sujet. Ouais, le jeûne. Le jeûne, l'âge, ça fait partie de l'éthique. Ça fait partie d'un groupe où on doit étudier en même temps les problèmes qui se posent, mais en même temps la société et l'environnement. L'âge. La commission médicale de la FIFA, on a développé un programme. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des plaintes où des gens se sont plaints de dire, écoutez, dans les compétitions de moins de 17 ans, il y a des pays dans le monde, c'est à partir de la Coupe du Monde, qui on pense que leurs joueurs sont plus âgés que 17 ans, bien plus parfois. Entre guillemets, on a eu à prendre des participants à la Coupe du Monde moins de 17 ans qui avaient 25 ans. D'accord. Donc un grand-père en Coupe chez les cadets. Alors, on a mis en place une étude scientifique et on est arrivé par hasard à avoir un élément de contrôle qui est obtenu par l'IRM du poignet du joueur et on peut déterminer pratiquement à 99,9% que le joueur a dépassé l'âge d'éligibilité ou pas. Ça existe. Et nous, je l'ai pratiqué. Je dirige jusqu'à présent le comité d'évaluation pour cette technique en Afrique. Okay. Et dernièrement, on a eu à faire l'évaluation pour la dernière Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Avec le Soudan du Sud, non? Où l'équipe voilà, a été disqualifiée. C'est la personne qui est en face de vous qui a donné ces décisions-là. Mais je vais vous dire, je n'ai jamais eu de personnes qui sont venues me dire pourquoi, comment, etc. D'accord. Pourquoi? Parce que les gens considèrent que ils sont tranquilles avec moi et ils considèrent que quand je décide quelque chose, c'est avec un aspect scientifique. Absolument. Ouais. Et qui peuvent. Il y a des gens qui m'ont emmené jusqu'au TAS pour ça. Ok. Mais bon, j'ai gagné quand même. Donc. Félicitations. Voilà, mais c'est pour une attitude comme ça. Donc, en fait, la grande majorité des problèmes d'âge dans le sport africain et dans le football en particulier, sont des problèmes d'ignorance de l'âge. Pour ceux qui connaissent l'Afrique, dans beaucoup de pays d'Afrique, on n'a pas... C'est pas une tricherie. Non, en grande majorité, c'est pas une tricherie. Ok, c'est bien. Il peut y avoir une tricherie. Ouais. Non, c'est pas... Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, en grande partie, les systèmes d'état civil ne sont pas... fonctionnels. Ils ne sont même pas développés. Et il y a des systèmes... d'octroi de l'âge qui se font régulièrement au mois par un juge spécial qui va décider de l'âge d'un gamin qui vient d'un village pour inscrire... Un père vient d'un village pour inscrire son fils. Il y a un juge spécial
qui va le regarder, qui va dire il est né quand, ils ont des repères, etc. Et ils finissent par décider de ça. Les gens ne savent juste pas l'âge exact du gamin. D'accord, c'est le manque de moyens, Actuellement, le manque d'organisation. Actuellement, il y a des fédérations africaines qui m'appellent pour des expertises, qui réunissent 40, 60 joueurs. On leur fait les IRM et on leur dit quels sont les joueurs qui sont éligibles pour ce tournoi. Donc s'ils font cet effort-là, c'est qu'ils veulent pas tricher. Ouais, ça, d'accord. Ouais, ça montre la bonne foi de Oui. ces fédérations-là. Ils dépensent de grosses sommes pour être clean. Clean, ouais. Donc on peut pas parler de fraude massive. Et il y a certainement, il y a des tricheurs partout. Ouais, de partout, il y a des tricheurs. Oui, mais Ouais. il y a un système qui peut aisément les détecter. Je vous remercie d'avoir défendu l'Afrique et le sport africain. Je vous laisse conclure un mot de la fin. On arrive au terme de notre émission, de notre deuxième partie de l'émission. Un plaisir de vous avoir eu avec nous sur Ifiriki FM. Je vous laisse conclure. C'est toujours très intéressant de parler de l'aventure que j'ai eue en Afrique dans le développement de la médecine du sport et en particulier du football sur ce continent. Les gens ont beaucoup de respect. La différence, c'est que les gens ont beaucoup de respect pour les aînés. Je suis arrivé à un âge certain. Vous faites 20 ans et quelques mois. Oui, quelques centaines de mois. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire que j'ai vécue dans le développement. J'ai donné beaucoup de cours à des médecins des fédérations africaines qui se reconnaîtront. Et je continue d'accepter toutes les invitations pour aller donner une conférence, organiser des Zooms pour des conférences en Afrique. Et voilà, je suis prêt à le faire jusqu'à mon dernier souffle. Vous avez écouté l'appel de Dr Zerghini, un panafricain qui lance un appel à l'Afrique. On remercie Dr Zerghini, il nous a donné une leçon de vie. L'Afrique respecte ses aînés, il faut rester sur la tradition de respecter les aînés. Et à la semaine prochaine pour un autre numéro d'Ifriqiya Sport. Merci.